Alors j'ai le plaisir, encore une fois, de recevoir Cédric Michel, qui propose j'ai l'impression que c'est très limitant quand je vais dire ça, qui propose des méditations. Mais justement, si tu écoutes cette vidéo, que la thématique des méditations t'intéresse, je te recommande d'aller voir la première vidéo dans laquelle justement Cédric explique qui il est et donne beaucoup plus de détails sur ce que c'est que de la méditation au sens très large du terme. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un petit peu plus loin justement dans cette expérience d'exploration de la méditation. Donc Cédric, encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin et que tu m'expliques pourquoi, d'après toi bien sûr, c'est essentiel de méditer. Pourquoi c'est important de méditer d'après toi ? Alors, au même titre que beaucoup de gens maintenant font attention à leur corps, font attention à ce qu'ils mangent, c'est important aussi de veiller à ce qui se passe à l'intérieur. Souvent, j'entends des gens se plaindre en disant qu'ils pensent trop, ou que c'est le bordel dans leur tête, ou ce genre de choses, mais sans rien faire pour, ou surtout en pensant que rien n'est possible pour ça. Alors que des pratiques introspectives, il y en a plein, et dont la méditation, en faisant ce petit effort de pratique, ça va permettre d'avoir aussi une hygiène mentale. Et comme j'en parlais dans la première vidéo, cette hygiène mentale en fait permet à terme, quand on a pratiqué suffisamment, de choisir ce qui rentre dans notre tête et ce qui en ressort. Donc les choses qu'on laisse rentrer, et puis la manière aussi dont on les partage. On laisse rentrer, ou en tout cas, l'objectif, c'est quand même de laisser rentrer de la bonne nourriture mentale et de ressortir des paroles positives, des paroles qui vont aider les autres plutôt que les plomber. On connaît tous les vampires d'énergie, ces gens qui sont autour de nous. Puis dès qu'on leur parle, on se sent fatigué. Oui. Et c'est rarement des gens qui méditent. Je pense que tu as fait une contre-définition de la méditation qui est très claire, au moins comme ça, c'est bien. Alors j'ai bien aimé quelque chose que tu nous avais dit dans la première vidéo, dans laquelle tu disais qu'effectivement la méditation, il y avait une certaine introspection, donc c'était un travail un petit peu égoïste pour soi-même, mais que par voie de conséquence, automatiquement, ça a influencé la manière dont on se comportait à l'extérieur, et que souvent des personnes extérieures disent mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu prends comme médicament, et en fait non, certaines personnes ne font que méditer et ont vraiment un changement à la fois intérieur et extérieur. Tu me confirmes ça, hein ? Ouais, je te confirme ça. Et même cette réaction de penser que faire ou que pratiquer pour soi, c'est égoïste, que ce soit de la méditation, développement personnel ou thérapie, ça c'est la surface. Ou alors le jugement que peuvent avoir certaines personnes qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Mais quand tu travailles sur toi, que ce soit dans d'autres choses ou dans la méditation, forcément, si tu y mets un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de pratique, tu vas manifester, tu vas être différent dans ta vie de tous les jours. Tu vas être différent intérieurement, plus calme, plus apaisé, et c'est vraiment beaucoup plus apaisé à l'intérieur. Mais aussi, par rapport à ton entourage, ils vont vraiment percevoir, et moi j'ai eu le cas pour moi, j'ai eu le cas pour beaucoup de personnes, t'as des gens qui vont te demander mais qu'est-ce que t'as fait quoi ? Qu'est-ce que tu prends ? Mais non, je prends rien, je médite. Qu'est-ce que tu fumes ? Je médite 20 minutes par jour, le matin et le soir, c'est tout. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu fumes ou donne-moi ce que tu donnes en moi quoi. Mais non, faut pratiquer. Et c'est vrai que moi je parle beaucoup j'emploie même le vocabulaire par rapport à l'activité physique, par rapport au sport qui est un médicament naturel extraordinaire, et quand on liste un petit peu tous les bénéfices physiologiques, on dit mais c'est un médicament miracle, mais en fait non, c'est juste une activité physique, et je pense que la méditation c'est le médicament miracle pour le cerveau, en dehors de tout ce qu'on pourrait donner au niveau pharmacologique pour aller mieux. Sans effet secondaire en plus. Sans effet secondaire, effet secondaire connu quoi. Ouais, c'est clair. Alors, il y en a juste un pour la société, mais ça on en a parlé dans la première vidéo. On vous renvoie dans la première vidéo. T'es plus un produit de cette hypnose collective, mais tu as la capacité et la possibilité de choisir. Donc voilà, l'effet secondaire, il est toi tu récupères du contrôle sur ta vie, et t'es plus forcément un bon petit soldat pour la société. J'aime beaucoup cette définition aussi que tu fais sur la méditation, qui t'apporte ce bénéfice positif justement
De Ouais. prendre du recul et de plus être dans le côté je subis tout ça et puis voilà, mais le côté je Tu reprends un sors petit de peu la de contrôle matrice. dessus. Exactement, je sors de la matrice. J'adore. Tiens, d'ailleurs, derrière, il y a des petits morceaux de matrice. Alors, plus précisément, pour aller plus loin, parce que bon, moi je m'adresse Mhm. principalement aux personnes qui sont au potentiel. On en a parlé d'ailleurs dans la première vidéo dans laquelle tu disais on ne peut pas arrêter ses pensées, c'est justement une erreur de croire que quand on médite, c'est Mhm. pour arrêter ses pensées. Mais les hauts potentiels ont cette problématique, justement, ils ont un hamster qui tourne dans leur tête sans arrêt, mais en plus ils ont un hamster de haut niveau, c'est-à-dire qui a des bons baskets et qui est bien costaud et qui tourne encore plus vite. Est-ce qu'on peut arriver à canaliser ses pensées comme ça, en prenant le type du haut potentiel? Est-ce qu'on arrive à canaliser ses pensées, même chez une personne comme un haut potentiel et qui a cette grosse problématique de pensée qui tourne extrêmement vite, extrêmement en boucle? Est-ce qu'on arrive à faire ça avec la méditation? Ouais, c'est un entraînement, hein. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Donc, en fonction de votre problématique, ou justement, si le hamster tourne trop rapidement dans sa roue, eh ben, il suffit juste de pratiquer peut-être plus régulièrement. Et encore, comme je disais, on est tous différents pour la méditation. Il y a des gens pour qui ça va aller beaucoup plus vite, d'autres ça va être un petit peu plus long. Mais à partir du moment où vous faites cet effort de méditer plusieurs minutes par jour, forcément, va y avoir des effets sur la manière dont les choses vont s'organiser. Et puis, probablement que les choses seront aussi proposées à vous de manière beaucoup plus claire et que ce ne sera pas le bazar ou que ça ira pas dans tous les sens, que ça sera plus canalisé. Parce que quand vous allez méditer, vous allez déjà vous reconnecter au moment présent. Dans cette attitude de faire que vous acceptez que vos pensées peuvent partir à droite et à gauche et que vous le ramenez. Et en fait, on s'autorise pendant ce temps de méditation d'agir différemment de ce que l'on fait dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on fait et on veut réussir les choses. Là, dans la méditation, on a juste à pratiquer et on a juste à être et à juste observer ce qui se passe en nous. C'est déjà très dur, hein. C'est déjà pas facile, mais c'est l'objectif. Mais à partir du moment où vous vous entraînez à ça, eh bien vous allez recréer de l'espace à l'intérieur de vous et probablement aussi de l'espace entre vos pensées. Et ça ira moins vite, mais surtout ce sera probablement beaucoup plus organisé. Plus organisé, hein, j'aime bien ça. Alors justement, par rapport à ce que tu nous dis, par rapport à ça, il y a certaines personnes qui, comme tu le disais, sont en train de subir un petit peu leur vie et ce qu'on leur dicte. Quels sont les signes à observer quand on devrait méditer, en fait, hein? C'est un petit peu comme si je venais, moi, chez mon médecin généraliste qui me dise, vous, monsieur C, vous avez besoin de méditer, je vous prescris de la méditation. Mais soit, personnellement, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a besoin de soi. Donc, est-ce qu'il y a des signes comme ça qui pourraient être significatifs en disant, tiens, si tu as tel signe, ça veut dire que tu as vraiment besoin de méditer, toi? Est-ce qu'il y a des choses comme déjà, ça? à partir du moment où tu te poses la question, c'est un bon indice. Tu devrais méditer. Je devrais méditer. Et à partir du moment où tu cherches une autre manière de fonctionner, juste le fait de te poser cette question ou d'avoir cette intention peut en fait être un des premiers signes qui peuvent t'inviter à commencer la méditation. Il n'y a pas que la méditation pour avoir les mêmes résultats, mais en tout cas, c'est un des indices. Si tu penses que tu as quelque chose à changer, si tu penses que tu as besoin, comme je disais, de plus de calme ou d'apaiser ce qui se passe à l'intérieur, comme plein d'autres techniques, tu peux essayer la méditation. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres symptômes, on pourrait même aller jusque-là, au niveau, parce que je sais qu'il y a certaines personnes que je connais dans mon entourage qui ont des idées très préconçues sur la méditation et qui ne savent pas qu'elles ont besoin de la méditation et qui me disent, voilà, moi j'ai par exemple, j'ai sans arrêt des maux de tête, ou j'ai du mal à dormir, ou je suis tout le temps stressé. Et donc pour moi, de mon point de vue, ce sont des symptômes où ils auraient besoin au moins de faire un peu de méditation. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, très précis, que les gens pourraient reconnaître, même s'ils ne connaissaient pas le mot méditation, pour leur dire, tiens, si tu as ça, toi, c'est que vraiment, tu devrais essayer au moins ça. Déjà, la première chose, c'est que j'invite les gens à ne pas prêcher pour la méditation. De ne pas... Alors c'est vrai qu'au début, quand on commence une pratique, on a tous envie de la partager. Ça vient d'un élan du cœur, un élan positif. Mais ça va pas forcément inciter les gens à le faire. Par contre, si vous vous impliquez vraiment dans votre pratique de méditation et que vous avez des changements concrets que les gens peuvent voir,
là, vous allez pouvoir réellement les inspirer. C'est eux qui vont vous demander, comme on l'a dit, qu'est-ce que tu as fait. Et là, à ce moment-là, dès que vous allez proposer quelque chose, conseiller quelque chose, bah, vous allez être pertinent parce que crédible. Donc voilà, ça c'est la première chose. Montrer par l'exemple, donc, ouais. Montrer par l'exemple, c'est la seule chose. Alors encore une fois, je veux pas mettre une vue de l'esprit par rapport à ça, mais pour moi, ça a de la valeur. Oui. Parce que, et surtout dans la méditation, alors la méditation, ça peut être très pragmatique parce que ça l'est, c'est juste une technique, ou spirituelle, et là, sur le chemin spirituel, il y a tellement de gens qui te parlent de ci, de ça, et tu sens que c'est juste intellectuel, que c'est juste théorique, mais qu'il n'y a aucun fondement de pratique, seulement qu'ils l'ont lu dans le bouquin de Pierre, Paul ou Jacques, mais tu sens quand ils le disent que ça ne résonne pas ou que ça fait pas sens, que c'est pas aligné. Ça, c'est très très fréquent. D'accord, ça c'est intéressant, c'est bien de le signaler. Donc, pragmatique, c'est la première étape. Parce que si jamais... Alors ça peut... Le fait de prendre la méditation tout de suite comme un chemin spirituel, ça peut aider parce que ça te met dans une espèce de prédisposition et d'ouverture. Mais ça peut tout aussi bien être appréhendé de manière très pragmatique. C'est le bazar dans ma tête. Je pense trop, je suis pas calme ou je me sens pas bien. Et bah là justement, tu peux te dire, bah, je vais entraîner mon esprit à reconnecter au moment présent. Dès que mon esprit part, je le ramène, mais je le ramène avec bienveillance. Comme ça, j'apprends aussi la bienveillance pour moi-même. Beaucoup de gens sont trop durs par rapport à eux. Voilà, ce genre de choses. Ok, mais comme ça au moins c'est beaucoup plus pragmatique. Alors justement, dans cette exploration d'un petit peu plus de précision, comment on doit se préparer à la méditation? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'idées préconçues en se disant il faut que j'aille dans une grande salle blanche avec un sol en bois, que je mette un tapis, que j'ai de l'encens qui brûle dans un coin et que je peux faire de la méditation que comme ça. Comment on se prépare? Est-ce qu'on peut en faire de partout? Explique-nous un petit peu. Alors, le fait d'avoir des rituels, c'est aidant, facilitant, et si pour vous ça vous attire et que ça vous incite à pratiquer, c'est une bonne chose. Maintenant, vous pouvez très bien... alors, c'est bien de s'aménager un petit endroit, mais ça peut être simplement dans votre maison un petit empilement de couverture où vous savez que c'est votre endroit de méditation et vous y allez dès que vous en ressentez le besoin ou pendant l'heure que vous avez définie comme étant votre moment de méditation. Mais vous pouvez aussi très bien, avec un tout petit peu plus d'habitude, pas forcément commencer comme ça, mais méditer dans la nature, quand vous allez en forêt, ou vous poser sur le bord d'une rivière, ou tout simplement dans le métro. Parce qu'on peut méditer aussi les yeux ouverts, on peut les fermer, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais on peut méditer à chaque endroit, à chaque instant, et il y a aussi des pratiques de plus en plus connues maintenant, de méditation marchée, dans la méditation en pleine conscience. Les gens font leurs tâches quotidiennes en pleine conscience, qui est aussi une forme de méditation. Et même dans la tradition zen, il y a beaucoup de maîtres zen qui parlent de leur illumination ou de leur nirvana. Enfin, on va pas trop rentrer dans le détail là-dedans. Mais ils ont accédé à cet état en méditant, en faisant la vaisselle. Il y a 2-3 exemples comme ça. Parce qu'ils le faisaient en conscience. Donc ça peut être fait à n'importe quel moment. C'est important de revenir comme ça de temps en temps au moment présent plusieurs fois par jour. Même dans des tâches très simples. La méditation, ça ne doit pas être que sur un coussin de méditation. D'ailleurs, pour revenir un peu sur la première vidéo, quand je partageais mon expérience de Vipassana, qui sont des retraites de méditation qui durent 10 jours pleins et à peu près 10 heures de méditation par jour, quand tu fais ce genre de retraite et ce genre de méditation, tu es très 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 bon sur ton coussin de méditation. Il y a bien sûr quelques effets qui se manifestent dans ta vie de tous les jours, mais ça reste limité. Alors que si tu fais ces pratiques de pleine conscience dans tes activités de tous les jours et que tu remets des instants de pleine conscience, eh ben, tu vas emporter tous tes bénéfices de la méditation hors de ton coussin de méditation. Et ça, c'est très important parce que ça sert à rien d'être bon sur son coussin de méditation ou d'être dans des états profonds sur son coussin de méditation si dans ta vie, tu n'es pas capable d'avoir les mêmes états. Dans ta vie de tous les jours, dans ta vie concrète.
Qu'est-ce que je suis content que tu dises ça, comme ça au moins c'est clair. C'est dit par quelqu'un qui maîtrise le sujet et ça sera très bien parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui pensent qu'il faut se mettre dans ce contexte très solennel de la méditation alors que justement il faut pouvoir le faire dans à tout Ouais. moment de la journée, même dans une file d'attente au supermarché, on peut le faire et ça fait du bien de le faire aussi. Donc c'est intéressant que tu dis ça. Ah oui, ça fait du bien, Ouais. hein. Après, c'est les rituels et la mise en condition avec de l'encens, des choses comme ça, Mhm. c'est très bien, mais seulement si ça vous aide, si ça facilite le fait de pratiquer. Mhm. C'est tout. D'accord. Ça peut être sympa aussi, hein, ça peut être plus agréable, mais il faut savoir et s'autoriser à méditer partout, être tout terrain. Ça, c'est important. Très important, super. Alors, Hmm. là, on a parlé de ce qui se passait après. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe quand on débute, quand on commence. Mhm. Quels sont les obstacles que toi, tu as rencontrés avec les gens que tu accompagnes? Quels sont les obstacles les plus fréquents à propos de la méditation et comment y réagir? Est-ce qu'il y a vraiment un parcours de découverte avec des erreurs qui sont très récurrentes ou est-ce que chacun est très différent? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on va rencontrer si, par exemple, moi, j'ai jamais fait de méditation, que je me mets à méditer, qu'est-ce qui va me bloquer dans mon parcours de découverte et de progression sur la méditation? Alors, la première chose, on en a parlé dans la première vidéo, c'est le fait de vouloir arrêter ses pensées. Mhm. Donc ça, je vous invite à voir la première vidéo. L'autre erreur fréquente, c'est également de mettre trop d'intellect, de mettre trop d'analyse dans sa méditation. Mhm. Alors, le disclaimer, c'est qu'on fait ça toute notre journée et puis on est conditionné à faire ça. Donc si vous le faites un peu pendant votre méditation, c'est ok, mais il faut le repérer. Et il faut toujours avoir un œil sur ce genre de fonctionnement. Comme je le disais, la méditation, c'est vraiment un moment à part. Les règles ne sont pas les mêmes. Et par exemple, vous allez sentir, peut-être, c'est un exemple, hein, une sensation dans la main. Et Mhm. là, si vous commencez à vous dire, tiens, c'est quoi cette sensation dans la main? D'où est-ce que ça peut venir? Et là, vous commencez à intellectualiser Mhm. et analyser. Vous vous tirez une balle dans votre pied pour Ouais. votre méditation. Là, c'est un moment où vous êtes dans tout sauf dans la méditation. Par contre, s'il y a cette même sensation, et que là vous notez juste qu'il y a une sensation, sans la qualifier de positive, sans la qualifier de négative, et en allant juste l'observer, un peu comme un témoin, Mhm. quelqu'un qui va scruter les contours de cette sensation, qui va se dire, bah tiens, elle est plutôt chaude, plutôt froide, elle bouge par-ci, elle bouge par-là, sans y rajouter de l'intellect ou tout ça, mais vraiment de l'analyse, Mhm. de l'analyse de vraiment percevoir les choses telles qu'elles sont, sans y rajouter des choses comme ce qu'on a l'habitude de faire en pleine journée. Donc Mhm. j'ai ma sensation, donc déjà je le note de manière neutre. Tiens, elle bouge par ici, elle bouge par là, de manière neutre encore. Je me dis pas d'où ça vient, à quoi c'est dû, comment ça a commencé. Ça c'est un autre chemin, c'est un autre fonctionnement. Mhm. Et ça permet pas d'être dans le moment présent parce que à partir du moment où tu te demandes, bah tiens, ça vient d'où ça, t'es plus dans le présent, t'es ailleurs. Alors que si tu te dis, bah tiens, elle est chaude ou elle est froide, là t'es dans le présent parce que tu fais que observer de manière neutre. D'accord. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'être le plus possible dans le présent. On peut pas y être à 100%, mais l'objectif, l'intention c'est d'être dans le présent le plus possible. Le plus possible. Ah, ça c'est bien. Ça, Voilà, c'est donc ça c'est la deuxième erreur qui revient le plus. Après on a parlé aussi de la position, on peut méditer dans n'importe quelle position à partir du moment où votre dos est bien droit, que vos épaules sont relâchées. Ça peut être debout, ça peut être assis, ça peut être allongé sur un banc, sur une chaise ou sur un coussin de méditation, en tailleur ou pas. Voilà, ça c'est à peu près les trois choses qui principales, reviennent. Super, mais comme ça c'est très clair et ça élargit aussi le champ des possibles sur justement cette pratique de la méditation et sur les bénéfices qu'on peut avoir. Cédric, merci pour cette deuxième partie de notre entrevue. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et ce que tu fais par rapport à la méditation justement? Alors le plus simple c'est de me retrouver sur ma chaîne YouTube, Cédric Michel, où vous tapez Bulle de Sérénité, l'un ou l'autre, vous allez facilement me retrouver. Il y a plusieurs dizaines de méditations, je ne les ai pas comptées, mais je crois qu'il y en a entre 70 et 80 qui sont gratuitement à votre disposition. Et c'est principalement là où vous pouvez me trouver, parce que j'ai aussi des programmes payants, des programmes premium, mais je les ouvre aux inscriptions de manière peu fréquente. Et pour l'instant, tout est fermé aux nouvelles inscriptions. Donc allez sur YouTube
et en plus, vous allez en profiter gratuitement. Donc, abonnez-vous pour être tenu au courant d'aller plus loin avec Cédric si jamais vous voulez aller dans des programmes plus poussés. Restez attentif aux publications parce que j'imagine que tu communiques ça sur ta chaîne YouTube aussi. Je le communique uniquement par mail et de temps en temps sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez plus loin donc. Donc pour avoir, vous pouvez télécharger aussi des cadeaux, des choses comme ça. Génial, super. Cédric Michel, Bulle de De Sérénité. toute façon, on mettra tous les liens dans la description pour aller voir ça, y compris un petit TEDx que tu as fait qui était très intéressant. Je te remercie et je te dis à très vite, Cédric. Merci. Namasté. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.